Mes analystes sont déjà avec moi sur ce plateau. Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Arthur Rendo, bonjour. Bonjour téléspectateurs, internautes et auditeurs. Bonjour Oumadi Andjou. Bon, j'espère que Laurent vous portez bien ce matin. En très bonne forme. D'accord, super. Oumadi Andjou, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Laurent, bonjour téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Parfait. C'est avec vous justement que nous allons démarrer cette rubrique, l'analyse. Nous allons parler des élections législatives de 2026. La Nouvelle Tribune pense que le seuil des 20% continue de diviser la classe politique. Quelle est votre opinion, Oumadi Andjou? Oui, mais c'est une évidence, ça continue de diviser. Dans tous les cas, ça fait couler encore beaucoup d'encre de salive, on va dire. La preuve, c'est ce matin, nos confrères qui titrent encore dessus. Dans leur parution. Voilà, la semaine dernière, à la veille donc, de la fête de l'indépendance, j'étais à une conférence de presse, enfin la conférence de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Lubweji. Des collègues, des confrères, pardon, sont revenus sur le sujet. Il s'est exprimé longuement encore sur ce sujet. Je crois même que c'est le sujet sur lequel il a le plus parlé en réalité. Il a pris du temps sur ce sujet. Voilà, il a pris vraiment du temps encore sur ce sujet. Donc c'est vous dire que ça continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Le chef de l'État lui-même, en rencontrant les jeunes, le sujet a été une nouvelle fois évoqué. Il a donné son avis. Et je crois que c'est cet aspect-là encore qui fait rebondir finalement l'opposition. Le chef de l'État qui dit, mais écoutez, en cas d'impasse, dans le cas où toute personne n'aurait, comment on appelle, le seuil des sacré 20%. Voilà, le seuil des 20% ou bien le seuil des 10% en cas de comment on appelle, de coalition, enfin, je ne vais pas dire coalition, en tout cas, en cas de regroupement de partis. Accord de gouvernance. D'accord. Accord de gouvernance, voilà. C'est le terme le plus adapté. Voilà, c'est le bon vocable, en tout cas. Et donc, dans ce cas-là, quand même les gens n'ont pas atteint les 10%, il estime que c'est 20%. Non, pour le parti individuel, dans le cas où il y a regroupement. Oui. Voilà. Donc, il estime que c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher. Bon, moi personnellement, en tout cas, je pense que c'est cela aussi le rôle de la Cour. Maintenant, lorsqu'on va un peu plus loin, c'est que la Cour va même au-delà, peut-être, selon, par exemple, Nourenou, voilà, Achadé, l'honorable, donc de LD, lui, il pense que non, là, on demande finalement à la Cour de légiférer en réalité. Bon, moi, j'estime que aucune loi n'est parfaite. Même des lois qui n'ont rien à voir, des tests de la République qui n'ont rien à voir avec la politique, parce que tout simplement, on n'est pas focalisé dessus, parce que peut-être tout simplement, la société n'a pas encore atteint un niveau où il faut remettre peut-être ces tests-là en question, les remettre en cause, pouvoir les réétudier. Personne ne voit peut-être les limites de ces tests-là, ou bien même comment on appelle, les défaillances qu'il y a peut-être autour de ces tests-là. Et ce n'est pas propre au Bénin, c'est dans toutes les sociétés. Dès que la société évolue, dès qu'on évolue, il y a forcément à un moment où on va voir dans certains tests de la République, que ce soit sur le plan politique ou pas, voilà, des choses à réadapter pour correspondre finalement à la société qui évolue. Donc, je pense qu'on est peut-être à ce niveau. Le test a été fait. Beaucoup d'encre et de salive ont coulé, comme je l'ai dit. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de mouiller les maillots. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'amener ces partis à... Voilà. C'est-à-dire entendre raison finalement, parce que le président de la République et toute la mouvance présidentielle dit on ne veut pas y retoucher. L'autre, comment on appelle? C'est clair, c'est ferme. C'est clair. Ouais. Oui, on ira avec ces tests-là à l'élection présidentielle. On n'a pas le choix, ouais. Maintenant, le confrère dit que ça fait couler. Oui, mais ça va faire toujours couler beaucoup d'encre de salive. Ça va faire réagir à chaque fois. Mais on ira quand même avec ces tests-là. Quitte, après les élections, puisque c'est ce que le gouvernement soutient et c'est ce que Wilfried Léon Lubweji a dit, quitte après 2016 à revoir quelles sont les limites, comment est-ce qu'on peut réadapter. Mais pour l'instant, on ira avec ces tests-là. Voilà. Maintenant, le problème que pose Nourenou Achadé, c'est là où c'est là où le débat va se faire réellement. Parce que lui, il estime que c'est demander à la Cour de légiférer alors que ce n'est pas le rôle de la Cour. Moi, j'estime tout simplement que la Cour a le droit de régler, enfin, le rôle de la Cour, c'est de régler les contentieux électoraux. Donc, dès qu'il y a contentieux, dès qu'il y a un souci entre deux partis, entre deux blocs, où on doit pouvoir donc départager les gens, c'est la Cour qui a le est-ce que cela ne va pas... Si la Cour vient et que la Cour décide que, bon, finalement, au vu de la loi, au vu peut-être, si jamais cela se produit, des limites de cette loi-là, nous, les 7 sages, nous décidons que voilà ce qu'il faut qu'on fasse. On va s'y conformer parce que les recours, enfin, les décisions de la Cour sont sans recours.
Alors, Oumar Diagne, nous n'allons pas assister peut-être à un parlement monocolore, vu cette loi-là. Oui, l'impasse pourrait nous conduire à cela. Vous êtes d'avis? Oui, ça pourrait nous conduire à cela. Mais moi je dis, ne mettons pas les bœufs, enfin, ne mettons pas la charrue, la charrue avant les bœufs. Allons pas à pas. Allons aux élections et si le problème se pose, on verra comment est-ce que la Cour va décider. Oui, on avisera et on verra comment est-ce qu'on fait pour changer finalement la loi, puisque jusque-là, la mouvance ne veut pas entendre parler de changer cette loi-là. Maintenant, il y a des arguments aussi que le chef de l'État a évoqués, des arguments qui tiennent également face à la jeunesse, où il disait que non, cette loi-là est bonne finalement. Pourquoi? Parce que ça nous oblige finalement, enfin, quand il dit nous, c'est-à-dire les politiques, ça les oblige finalement à travailler main dans la main. De quoi est-ce que le Bénin... Voilà. De quoi est-ce que le Bénin a besoin en réalité? C'est que c'est l'union de ses fils, que nous puissions réfléchir ensemble pour faire avancer le pays, malgré nos divergences, malgré nos différences sur le plan politique, qu'on puisse tout de même savoir que c'est le Bénin qui nous unit, c'est l'évolution du Bénin, c'est le développement du Bénin, c'est le bien-être de la population du Bénin qui est le plus important. Et qui est en jeu. Et qui est en jeu. Donc chacun vient avec ses idées, ses propositions et on avance main dans la main ensemble. Comme ça se fait dans d'autres pays. J'ai souvent pris l'exemple d'autres pays ici. Dans certains pays, quand tout est bloqué, là-bas aussi, ils ont des petits soucis. Je ne vais pas dire petits soucis. Enfin, je ne sais pas. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes aussi. Dans les plus grandes démocraties, je veux dire. Ils ont des problèmes au niveau également de leur constitution, où il y a des petites failles aussi, où finalement on trouve quand même des petits moyens. On parle de cohabitation. On parle de cohabitation en France. Si vous allez voir les vrais constitutionnalistes, ils vont vous dire non, c'est une faille en réalité au niveau de la Constitution française, de la 5e République en France. Mais malgré ça, on s'arrange. Quand l'Assemblée nationale n'a plus vraiment la main pour prendre les décisions, pour accorder donc à l'exécutif ce qu'il lui faut pour pouvoir faire son travail, mais à un moment, on impose donc au président de la République de sauter le verrou qu'est le Premier ministre pour permettre à l'Assemblée nationale, pour permettre à ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale de choisir un nouveau Premier ministre afin que celui-là, finalement, puisse montrer également ses preuves. Non seulement montrer ses preuves, être proche finalement de ceux qui décident, la majorité à l'Assemblée nationale, et pouvoir avoir l'accord pour continuer à faire avancer le pays. Voilà, donc chaque pays a sa méthode, chacun a sa manière de s'adapter également. Chez nous, on trouvera les bonnes manières aussi. Peut-être que ces tests-là finiront par être revus après 2016, enfin 2026, pardon, peut-être, mais avant ça, pour le moment, la Cour décidera, on verra ce qu'il faut faire, si jamais on tombe dans l'impasse, mais rien n'est trop sûr, en tout cas, on n'est sûr de rien, on attend de voir comment est-ce que les élections vont se passer. Parfait. Laurent Roland Tonekes, je suis à vous, cette fois-ci, le seuil des 20% divise la classe politique. Écoutez, moi je souris quand je suis les explications du chef de l'État et que je suis les explications du porte-parole du gouvernement. Parce que... Qu'est-ce qui vous amène à sourire? Oui, je souris parce que les décisions de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas, excusez, avoir une idée de ce que la Cour peut sortir comme décision. Écoutez, la question des 20%, ceux qui ont voté ce code électoral sont majoritaires au Parlement. Et donc, s'ils ont envie de modifier ce code, ils le feront. Ils n'ont pas besoin de l'opposition pour le faire. Si nous allons dans une élection, au thème des élections, les élections législatives, c'est infructueux. La Cour décidera quoi? Parce que tout ce qui se dit là, c'est que la Cour va décider. Mais la loi, en tout cas le code électoral est une loi. Vous n'allez pas demander à la Cour constitutionnelle de violer le code, une loi qui est le code électoral, c'est pas évident. Donc c'est deux options. Soit la Cour constitutionnelle décide, alors que les sièges soient attribués au prorata des sièges obtenus par le parti, ou alors la Cour déclare que l'élection a été infructueuse et par conséquent, il faut maintenir les députés qui sont là pour les reconduire. Peut-être pour 1 an, 2 ans, le temps de trouver un consensus pour revoir le code électoral. Laurent, c'est pas trop facile? Mais écoutez, c'est deux options. Soit la Cour déclare que l'élection est infructueuse, on ne peut rien faire, d'accord? Alors, on laisse les députés qui sont là le temps, 1 an peut-être, le temps de trouver un consensus et de de réorganiser les élections. Ou alors, carrément, la Cour décide d'attribuer les sièges au prorata des suffrages obtenus par les partis politiques. Alors, dans ces deux options-là, nul ne sait ce qui va se passer. Alors, quand on va décider qu'on va
conclut que l'élection a été infructueuse et qu'on n'a pas... Donc, attendez. Les démocrates ne se retrouvent pas dans vos deux options? Non, moi, je fais une analyse. Eux, ils sont politiques. Ils sont des acteurs politiques. Et je ne suis pas dans leur schéma. Donc, moi, je suis un journaliste. C'est ma lecture de la situation. Même les démocrates députés qui sont là, c'est vrai que certains parmi eux, ça va les arranger parce qu'ils ne sont pas sûrs peut-être de revenir à la limite. Donc, les 28 là, ils vont... Attention, c'est pas gagner d'avance. Aller à une élection, c'est pas aller acheter un bonbon, revenir à la maison. C'est pas évident. Donc, ça dépendra des candidats dans votre situation électorale. Ça peut vous faire baver sérieusement. Et donc, vous pouvez être du parti du peuple et échouer lamentablement à une élection. La preuve, dans le Koufou, on a beau dire le parti des démocrates, ils sont forts, c'est le peuple. Mais dans le Koufou, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile pour eux dans certaines régions. Donc, quand même, ils ont quand même raflé dans bien de régions, notamment dans la 15e, 16e et d'autres, dans la 8e également. Donc, pour dire que ce n'est pas gagné d'avance. Sauf que, ici, je me rends compte que les deux options-là, la Cour va dire, bon, écoutez, on n'a pas d'élus, avec la personne a eu les 20%, et même en cas d'accord de gouvernance, certaines formations politiques qui pensent qu'avec accord de gouvernance, ils pourraient avoir les 10% ou bien 20%, peuvent se retrouver à ne pas même avoir les 20%, quand bien même ils ont accord de gouvernance dans certaines régions, ça ne marchera pas. Et là, la Cour décide d'attribuer les postes compte tenu des suffrages obtenus par les partis politiques. Ou alors la Cour dit, bon, là quand on n'a pas d'élus, et comme le Code électoral dit clairement que c'est une loi, et que nous, en tant que garants de la Constitution, nous sommes tenus de respecter la loi, nous estimons qu'il faut carrément attendre alors, repousser les élections, réorganiser les élections dans 1 an ou dans 2 ans. Je crois que l'autre a déjà annoncé les couleurs en disant que s'il n'y a pas d'élu, il faut reprendre les élections. L'autre avait déjà annoncé les couleurs depuis. C'est qui l'autre? Écoutez, nous suivons tous l'actualité. Je ne vais pas tout le temps citer les noms des personnes de toute façon, moi j'estime que véritablement, a-t-on véritablement besoin de dire qu'aujourd'hui il faut aller essayer alors qu'on a les leviers en main pour modifier? Je rappelle qu'en 2020, là, et je vais toujours rappeler ça, quand nous sommes allés aux élections communales, et que les gens ont voté leur loi, et qu'ils étaient bloqués, ils sont en plein processus, ils ont procédé à la modification du code électoral. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas revoir ce code-là, notamment cette question de 20%, qui pourrait nous entraîner dans une impasse au point où on n'aura pas d'élus et on sera obligé de dire on reporte les élections pour 1 an ou 2 ans, le temps de trouver un consensus. Mais quand on va reporter les élections, on va dire bon, on organise les élections législatives, on reprend dans 1 an ou dans 2 ans là, quelle serait la suite? Quelle serait la suite pour du processus, sachant que dans la Constitution, on nous dit que c'est les élections générales. Donc nous devons ouvrir les yeux. Et moi, je pense que véritablement, si les gens ont véritablement envie de faire bien les choses, il ne leur coûte rien d'aujourd'hui de dire, bon, écoutez, cette affaire est 20% pour que ça ne nous entraîne pas dans une impasse. Alors, ramenons-nous peut-être à 10%. Ou bien faisons en sorte que les 20% dont on parle, que ce soit 20% au plan national. Parce que la défiance est là. On dit 20% dans chaque circonscription électorale. Alors, maintenant, là, 20% dans chaque circonscription, ça veut dire que ça fait 20% au plan national. Sauf qu'ici, on a précisé que vous devez avoir les 20% dans chaque circonscription. Donc, on peut dire, bon, maintenant, au lieu de dire 20% dans chaque circonscription électorale, ramenons ça à 20% au plan national. Donc, au total, les suffrages que vous avez obtenus au plan national, si ça fait 20%, c'est bon. On peut revoir ça. Donc, s'ils ont été capables de le faire en 2020... Est-ce qu'on a suffisamment du temps pour revoir? Écoutez, je vous ai dit, en plein processus, on avait déjà fini d'organiser les élections communales dans ce pays. Les élus étaient déjà là. Et quand ils étaient en train d'élire les maires, et que certains commençaient à bouder dans certaines communes pour ne pas choisir les maires voulus par leur parti politique, on est allé au Parlement rapidement, on a amené la loi interprétative pour contribuer... Ce qui a contribué à nommer des maires. Donc, si les gens veulent le faire... Ils peuvent le faire maintenant. La seule chose, je comprends que les gens ne veulent pas faire, peut-être qu'il y a d'autres dessins derrière. Même pour moi, je pense, et j'insiste là-dessus, il vaut mieux le faire plutôt que de dire on va reporter la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle, personne ne peut présager, en tout cas, des décisions de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle et les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Dès lors que la Cour va déclarer que l'élection est infructueuse et qu'il faut réorganiser dans 1 an, 2 ans, c'est sans recours. Personne ne... Alors, qu'est-ce qui va suivre après? Moi, c'est ma question.
Oumar Danjou, l'une des propositions de Laurent, c'est de ramener ça peut-être au plan national. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le ramener au plan national, ça a ses limites également. Hein. Oui, ça a ses limites. Que les autres pourront vous relever et vont vous dire non, finalement, ça ne nous arrange pas, nous on ne veut pas. Éclairez-nous par rapport à ces limites. Par rapport à une limite, par exemple, je vous dis, le parti A, par exemple, dans la commune de Cotonou, enfin, dans la municipalité de Cotonou, oui, à 5% des voix. Il n'a pas atteint même les 10%, 5%. Il est très loin de la réalité. Mais bien évidemment, pour lui, étant donné qu'il est peut-être populaire du côté de Porto Novo, il a 80%, à Natitengou, il a 70%, et dans d'autres, il a 80%. Et nous sommes dans l'élection, on va dire, dans des élections qu'on va dire plutôt locales. Et finalement, parce qu'on a décidé que c'est sur le plan national, ces 5% vont lui permettre de battre finalement. Puisqu'on rassemble, ça devient national. Oui. On va ajouter les 70%, les 80% que le parti a, plus les 5% qu'il a à Cotonou. Et donc, pour une élection locale, à 5%, à Cotonou, lui, il gagne. Oui. Donc, chacun, vous savez, la politique, c'est ça. Vous venez avec votre proposition, l'autre vous dira, voilà les limites de votre proposition. Chacun va tirer le drap de son côté. Et puis, vous savez, la démocratie, nous ne l'avons pas inventée. Même ces pays qui l'ont inventée et que nous sommes en train de copier, ils sont passés par toutes ces étapes-là aujourd'hui. Nous sommes à la 5e République en France. Quand vous allez aux États-Unis, ils ont passé aussi par des étapes où il y a eu des lois très controversées, où ils ont dû s'entendre, où ils ont dû discuter. Voilà. Ouais. Et puis, Dieu soit loué, chez nous, aujourd'hui, on a des gens qui ont envie de réformer. Bon, on va me traiter encore de tous les noms. Qui ont envie de réformer. Réformer, moi, je pense que c'est ça qui fait avancer un pays. Ne pas réformer, ne pas changer les choses, ne pas remettre les choses en cause, c'est rester statique. Et rester statique, c'est ne pas du tout évoluer, ne pas se développer. Et si on veut se développer, il faut s'adapter aux réalités. Il faut s'adapter aux réalités. Il faut s'adapter à l'évolution donc de la société. Si on ne s'adapte pas par des réformes, comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on veut régler un problème. C'est vrai, on dit non, ils ne veulent pas changer. Et on en crée d'autres, c'est ça? Mais attendez, quand on veut régler des problèmes, il se peut qu'on crée d'autres. Et quand on crée d'autres, on revient encore en arrière dès qu'on est devant les faits. Mais attendons au moins les faits avant de vouloir tout changer. Enfin, chacun a son comment on appelle, est-il le droit de son côté, comme j'ai dit. Les autres, s'ils estiment que tel que ça se présente, nous, ça va nous permettre de gagner. Vous voulez qu'ils changent, pourquoi? Ils ont déjà gagné une première fois avec ça. Et vous voulez qu'ils changent? Bon, ça c'est... Nous sommes en politique, hein, on peut leur concéder aussi. Maintenant, si vous n'avez aucun moyen aujourd'hui de leur imposer ce changement-là, mais travailler à avoir le moyen finalement de tout changer. C'est ce que moi je dis. C'est la seule solution. Je crois que la démonstration que vous faites par rapport aux 5%, 70%, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que je le dis, quand je dis 20%, c'est-à-dire que quand on fait la somme des suffrages obtenus dans toutes les circonscriptions électorales, ça vous fait 20% au plan national. Mais ce n'est pas parce que vous avez les 20% que d'office vous battez les autres dans les autres. Non, c'est-à-dire que quand vous avez 5% dans une circonscription électorale, au prorata des suffrages obtenus dans cette région, on vous attribue les sièges. Et ça s'est passé déjà en 2020 avec les 10%. Et on sait que c'est là comme conséquence. Ça n'a eu tout ça. Ça n'a eu. Non, non, en 2020. Des millions de partis n'ont pas fini. C'est une manière de parler. Justement, la classe politique divisée tout le temps, c'est tout cela qui prêtait le flanc à ça. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord que les 20% c'est polémique. Parce que le problème que ça a soulevé en 2010, c'est juste lié par exemple au PRD qui avait 5% à Porto-Novo, qui a fait carton plein, mais qui n'a pas réussi à avoir les 10% au plan national. Ce que je dis ici, c'est que les 20% au plan national, quand on arrive à vous confirmer ça, d'ailleurs, le parti FCBU était allé aux élections en 2020 et avait réussi à avoir les 10% et a pu avoir 7 mairies, dont au finish, on lui a arraché une mairie, il lui restait 6. Donc, et oui, ce que je veux dire, c'est que dès lors qu'on fait la somme et que vous avez les 20% au plan national, déjà dans les circonscriptions électorales où vous avez 5%, le suffrage, en tout cas, les sièges sont accordés au prorata des postes des suffrages obtenus. Oui. Ça a été fait avec le parti FCBU en 2010. C'est pour ça que dans certaines régions, même à Boumekavi, ils ont réussi à avoir... Attendez, à Boumekavi, ils ont réussi à avoir des conseillers. Même si je suis d'accord avec vous, attendez, c'est une option que vous proposez, mais cette option-là, c'est l'option qu'on utilisait depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et on connaît les conséquences. Le suffrage universel, on va, celui qui gagne, on va là, par rapport aux pensions, c'est pas la même chose.
Et on sait les conséquences. On peut adopter cette nouvelle formule, aller jusqu'au bout et voir. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Regardez par exemple aux États-Unis. C'est un exemple que je prends comme ça. Les États-Unis, c'est des grands électeurs. Il y a beaucoup, je vais vous donner un exemple. Al Gore, Albert Gore, face à George Bush, il a gagné le suffrage universel. Si on dit le nombre de pourcentage de personnes, la population a voté pour qui il a gagné, mais il n'a pas gagné les élections. Pourquoi? Parce que les grands électeurs n'ont pas voté pour lui. Ça, c'est eux, leur règle là-bas. Quand vous prenez Hillary Clinton face à Donald Trump, ça a été également la même chose. Hillary Clinton gagne les élections, c'est-à-dire, enfin, pas gagner les élections, excusez-moi, mais gagne, c'est-à-dire le suffrage, sur le plan du suffrage universel, elle gagne. Moi, je dis, regardez ce contexte, ça fait évoluer les États-Unis, ils ont leur méthode, et puis aujourd'hui, première puissance sur tous les plans. Aujourd'hui, au Bénin, si on ne réforme pas, on va rester dans la même logique, des partis à n'en pas finir, une classe politique qui fait de la politique avec des pratiques qu'on n'en veut pas, et on aura toujours les mêmes problèmes. Une Assemblée nationale bloquée parce que tout simplement l'exécutif veut avancer sur tel ou tel projet. Elle a besoin donc de l'accord, du quitus donc de l'Assemblée nationale. Il n'a pas le quitus, on ne peut pas lui donner les lois qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est à ça qu'on va retourner. C'est à ça qu'on va retourner, parce que c'est quoi? Quand vous permettez aux gens de dire, mobiliser de la masse, venez vous faire élire, ils vont le faire. Et arriver au finish, qu'est-ce qui va se passer? Ils iront à l'Assemblée nationale pour bloquer une nouvelle fois encore. Oui, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, mieux vaut aller sur un sujet, complètement débattre et aborder tous les angles plutôt que de vouloir tout faire. Ce que je veux dire, c'est quoi? Pour finir vraiment, pour sur cet aspect, je dis, si on laisse la même chose, mobiliser de la masse, on dit comment on appelle aux hommes politiques, mobiliser de la masse, allez vous faire élire, allez à l'Assemblée nationale. Quand ils iront à l'Assemblée nationale, on va assister aux mêmes choses. Les gens iront faire de la ventocratie, comme dit l'autre. À dogocratie qu'on dit, voilà, ils iront faire ça à nouveau là-bas. Parce qu'ils savent que c'est de bons tribuns, ils peuvent mobiliser la population, quel que soit Alpha, c'est ce que lui pense qui va passer. À un seul homme peut encore bloquer tout un gouvernement à l'Assemblée nationale. On en a vu. Donc si on ne fait pas attention, on va retomber encore dans les mêmes travers. Ce que les autres proposent, allons-y jusqu'au bout. Moi, je suis pourquoi on relise, mais ils disent qu'ils ne veulent pas relire. Ce n'est pas un souci. Allons voir ce que ça va donner. Voyons le résultat d'abord, avant de vouloir polémiquer. C'est tout ce que moi je dis. Allez, Roland, Touré. Alors, je voudrais quand même rappeler et préciser que le code électoral utilisé en 2020, ce n'est pas ce qui se faisait par le passé. C'est ceux qui sont là qui ont... Vous avez parlé de 2010, c'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit 2020, j'ai bien précisé 2020. Pour les FCB, vous avez dit 2010. J'ai bien précisé 2020. Bon. Peut-être que vous avez mal compris. Bon. J'ai parlé de 2020. Et le code appliqué en 2020 a été le code voté par le pouvoir, en tout cas les députés du pouvoir en place. Et si on se base sur ça, parce que d'ailleurs, le seul problème qu'on a réussi on a décelé pour ce code de 2020, c'est la situation de PRD qui a réussi à faire carton plein à Porte-Nouveau. Sinon, en réalité, le parti FCB qui a les élections a réussi à avoir les mairies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on passe de 10% à 20%? Moi, je pense que véritablement, il faut qu'on comprenne. La question est là. Même les partis de la mouvance dont on parle ne sont pas à l'abri. C'est pour ça que je dis l'incertitude vers laquelle nous tendons. Si il y a possibilité d'empêcher, de vite réajuster, faisons ça. Parce que si les partis de la mouvance aussi n'arrivent pas à avoir les 20%, même en cas de gouvernance, en cas d'accord de gouvernance, c'est que nous sommes dans une impasse. Alors, faut-il foncer, aller appliquer une loi et se retrouver dans une impasse, ou bien alors s'il y a possibilité de réajuster ici et maintenant, pour qu'au terme des élections, là, nous soyons sereins et que les postes soient attribués, que nous voulions. Ce que je dis, c'est quand même simple. Et quand je parle des 20%, je continue de dire 20% au plan national, et dès lors que vous n'avez pas la majorité dans une commune, on applique ce qui a été appliqué en 2020. C'est une réforme. Personne n'a été contre les réformes. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas faire réforme. Il faut faire réforme. Mais quand nous faisons des réformes, regardons les problèmes que ça peut créer et les solutions que ça peut apporter. Écoutez, j'ai toujours dit que nous avions un problème de tête dans ce pays. Les tests ne souffraient pas pour autant d'insuffisance. Mais c'est les têtes qui devraient appliquer les tests qui avaient des problèmes. Mais aujourd'hui, à la suite des problèmes de tests, maintenant nous avons créé des problèmes de tests. Et donc,
On veut régler un problème, nous en avons créé un autre. Et ça fait 2 problèmes que nous avons. D'abord, ceux qui vont appliquer ces tests-là, on n'est jamais sûr d'eux. Et les tests qu'on veut appliquer, ou bien sous lesquels on est jamais sûr de l'interprétation de ces tests. Il y a un problème. Donc s'il y a possibilité de régler maintenant, réglons ça. Et passons à autre chose, c'est très simple. Parce que demain, si l'élection arrivait à être infructueuse, on ne sait pas ce que ça peut engendrer, ce que ça peut entraîner. Allez, nous allons passer à un second sujet rapidement. Oumar Danjou, proposition de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. L'opposition tend la main à la majorité. L'opposition a quand même tenté plusieurs fois déjà, et puis ça n'a pas abouti. Mais cette fois-ci, elle pense que le mieux, c'est de faire appel à la majorité et de voir ce que ça va donner. Oui, je pense que notre confrère tend la main, c'est un peu trop dit. Je pense que c'est juste peut-être même l'évocation peut-être d'une main possible qu'on peut tendre en réalité, parce que c'est au détour donc je crois, je sais pas si je dois dire meeting, en tout cas d'une rencontre dans le plateau d'Abomey, à Zakouta je crois, où l'honorable Norenou Achadé évoque donc le sujet. Ils ont plusieurs fois adressé cette demande à l'Assemblée nationale, mais ça en 2023, ils l'ont déposé. Oui. En janvier 2024, ça a été rejeté par là. Et c'est là où je dis, je permettais... Et vous pensez que cette main tendue puisse quand même leur permettre d'avoir gain de cause? La véritable main tendue serait de faire finalement le test et d'aller finalement déposer. C'est ça la véritable main tendue. Pour le moment, oui, pour le moment, vous savez, nous sommes rentrés aujourd'hui dans une nouvelle phase de la vie politique. La phase où on essaie d'attirer les électeurs, où on essaie de jouer sur les émotions pour essayer donc de séduire l'électorat. Voilà la phase dans laquelle nous sommes. Et si vous observez très bien, c'est eux tous qui sont entrés dedans, que ce soit la mouvance. Même vous regardez aujourd'hui, le président Patrice Talon, la tendance change. Voilà, c'est moins rigide, c'est moins. Voilà, on écoute comment il parle, comment il parle. Voilà, donc c'est la politique. Voilà. Non, mais c'est pas ça, c'est réel. Nous rentrons dans la phase électorale et à partir de cet instant, il faut séduire l'électorat. Il faut dire c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus gentils, c'est nous. Voilà. Donc tout le monde est un peu dans cette logique. Là. Voilà. Donc, moi, je dis, la véritable main tendue serait finalement de faire ce test-là et d'aller déposer, mais pas seulement l'évoquer de façon verbale. Et c'est là où ça sera bien compliqué pour eux. Parce que les autres n'en veulent pas. Oui, c'est ce que je dis. Ils n'en veulent pas. Au risque de tourner tout le temps en rond, mieux vaut aller tout droit et voir comment est-ce que les choses marchent avant maintenant de dire voilà la situation. Et le peuple aussi n'est pas dupe, n'est pas con. À un moment aussi, ils auront besoin du peuple pour trancher. Et le moment où on a besoin du peuple pour trancher, c'est lors des élections. Et c'est là où le peuple va trancher. Donc si vous avez confiance en ce que vous proposez, mais calmez-vous, allez jusqu'au bout. Puisque les autres, aujourd'hui, avec ce que nous avons comme test, ont la force et peuvent donc décider de ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils ont décidé pour régler certains problèmes. Donc la véritable main tendue, faites le test, allez-y. Et moi je dis, même s'ils le font et qu'ils y vont, les autres ne sont pas prêts. Ça va prospérer. Les autres ne sont pas prêts. Et on l'a dit, tout le monde le dit. Laurent a dit tout le temps, la meilleure solution, c'est de refaire avant que ça ne passe à l'impasse. Ils disent qu'ils ne veulent pas refaire. Tu vas les forcer la main comment? Et ça, aujourd'hui, les tests leur permettent de dire et de pouvoir continuer à dire autant que tu voudras qu'ils ne veulent pas. C'est ça nos tests, c'est ça la majorité. C'est ça la règle, la majorité. Ils disent qu'ils n'en veulent pas. C'est ça la politique. Ils ne veulent pas toucher aux tests. Donc, trouvez les moyens. L'autre moyen que vous avez, finalement, c'est quoi? C'est finalement de convaincre la population, de lui dire que c'est nous les meilleurs, c'est nous qui sommes bons. Votez pour nous, nous, on va changer les choses. C'est la seule solution qui reste finalement à l'opposition. Et moi, je pense que c'est la meilleure solution qu'ils ont. C'est la meilleure solution qu'ils ont. Et que la Cour constitutionnelle décide de telle ou telle chose ou pas, aujourd'hui ou demain, ça a toujours été comme ça en démocratie. Et toutes ces institutions-là qu'on met en place, c'est justement pour ces derniers recours que vous alliez sur le plan financier, la Cour des comptes, toutes ces institutions ont été mises en place en cas de défaillance, en cas de quiproquo, en cas de contentieux, pour que, au bon moment, la Cour décide que, ah, écoutez, c'est vrai qu'il y a problème, même s'il y a problème, regardons, c'est pourquoi on les appelle d'ailleurs des sages, regardons avec sagesse les choses pour permettre au pays de continuer à avancer.
pour qu'on ne tombe pas finalement dans, dans un conflit, on va dire, institutionnel, où le pays sera complètement bloqué. Vous voyez? Et c'est ce que nous avions dans le temps aussi. C'est ce que nous avions dans le temps, les problèmes de tête que vous posez. C'est parce que les tests prêtaient le flanc à cela. Les tests permettaient à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut à l'Assemblée nationale. Mais c'est ça la réalité aussi. On avait les tests qui prêtaient le flanc à toutes ces dérives-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Si on a un problème de tête, c'est parce qu'on n'avait pas de tests contraignants aussi pour les obliger à se mettre, à faire le travail comme cela se doit. Voilà. Il y a tous ces aspects-là aussi. Donc il fallait réformer, il fallait voir. Les autres ont proposé, on attend de voir ce que ça va donner. Allez, Roland, proposition de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. L'opposition tend la main en fait, à la majorité. Qu'est-ce que vous faites sourire? Au fond, écoutez, hein, les députés de la mouvance refusent de retourner à l'Assemblée nationale pour modifier le code, mais il nous revient à nous, citoyens, journalistes, acteurs de la société civile également, de pouvoir leur rappeler chaque fois ce qui est bien. C'est vrai parce qu'ils veulent foncer tête baissée qu'on va applaudir. S'il y a possibilité de leur dire, revoyez ça, moi je suis candidat à rien. Et je ne suis pas, même si à tort, certains pensent m'attribuer à me lier à une fonction politique, j'ai toujours demandé qu'ils amènent ma carte de membre. Et je les mets au défi si quelqu'un parmi eux. Il n'est pas seul, moi aussi on me si quelqu'un parmi eux, si quelqu'un, et je le dis toujours, s'il y a quelqu'un parmi eux qui m'a vu dans une réunion du parti ou des partis politiques d'opposition, je ne sais quoi, que la personne apporte les preuves et les images à l'appui. Je ne suis pas dans ça. Mais ce que je dis, nous sommes citoyens. Et nous sommes appelés à faire des lectures et à peut-être alerter sur ce qui pourrait ne pas être bon pour le peuple. Et pour nous tous. Donc, c'est notre devoir. Maintenant, nous allons jouer notre rôle. Moi, je ne serai jamais fatigué de jouer mon rôle, de dire ce que je pense par rapport à ça, pour dire, attention, modifions, améliorons les choses avant qu'il ne soit trop tard. Mais ceci étant, pour la question de la loi sur l'amnistie, oui, les députés de l'opposition ont introduit une loi en 2023. Ça a été rejeté par les députés de la majorité. Nous étions tous là quand on a vu ça. Maintenant, nous réunissons et dit, bon, écoutez, puisque nous avons introduit une loi qui a été rejetée, c'est dans les tiroirs du Parlement, nous estimons que finalement aujourd'hui, pour aller ressortir cette loi-là, nous souhaitons alors rédiger cette loi ensemble avec les députés de la mouvance. Mais n'oubliez pas que dans les coulisses, des discussions sont en cours. Parce qu'en fait, il ne faut pas que les gens pensent que, bon, en disant oui, non, non, attention. Même le chef de l'État réfléchit à la possibilité de poser une certaine date forte avant de partir. Alors, quand c'est comme ça, et que les gens ont l'information que oui, le chef veut poser des dates fortes avant de partir, ils se disent, bon, écoutez, si on profite en même temps pour voir avec ces députés, si on vote une loi qui va arranger tout le monde, est-ce que ce n'est pas bien? Parce qu'il y a toujours rappelé que la Constitution donne plein droit au chef de l'État d'amnistier ou de gracier. Et ces députés, par le passé, ont aussi voté une loi qui vous souvienne, qui pourrait lui permettre d'amnistier ou de gracier ou bien d'écouter la peine de quelqu'un. Et malgré ça, il n'a pas exécuté, en tout cas, il n'a pas appliqué ces lois-là. Maintenant, les autres estiment que, bon, nous pouvons aussi faire quelque chose. Ils l'ont fait, ça a été rejeté. Ils disent maintenant, bon, ok, on ne veut plus rédiger seul. Ce que nous avons amené, vous avez rejeté là. On veut le faire ensemble. Je crois que ce n'est pas mauvais en soi. C'est rechercher toujours le consensus. Je crois que les propos de Nourénou Machade, il faut le mettre dans le contexte de la recherche de consensus. Nous tendons vers la fin du régime. Et nous parlons alternance au pouvoir. Il va falloir que s'il y a possibilité qu'on s'entende pour une fois sur un idéal pour faire quelque chose de bien, il faut le faire. Donc maintenant, il se revient aux députés de la mouvance, oui, de le faire. Mais je pense que si, de rejeter ou non, mais s'il y a possibilité pour eux d'accompagner, ils n'ont qu'à accompagner. Pourquoi je le dis? Écoutez, rien n'est éternel, hein. Le Bénin restera éternel, mais nous autres, là, nous allons partir. Même ceux qui sont au pouvoir vont partir. Mais quand vous ne serez plus en position de force et que demain, c'est vous qui soyez en position de faiblesse, et que cette loi pourrait... Parce que la loi qui est votée aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Alors, ça veut dire que ceux qui se croient forts aujourd'hui peuvent se retrouver demain dans de telles difficultés également. Et la même loi peut être évoquée pour les aider à sortir de situation. Donc je crois que ce n'est pas aujourd'hui, il ne faut pas voir la loi comme étant une loi qui va arranger forcément, d'ailleurs même cette loi quand elle va être appliquée, ce n'est pas forcément des gens de la mouvance, de l'opposition qui sont seulement en prison. Il y a des gens de la mouvance qui sont en prison.
qui pourraient bénéficier de l'application de cette loi. Et ces personnes de la mouvance qui sont en prison sont les leurs, évidemment, ceux de la mouvance. Donc, l'application de cette loi ne profitera uniquement pas à ceux de l'opposition. Ça va être profitable à tous. Mais écoutez, si on prend une loi d'amnistie aujourd'hui, et qu'on sort, Réki Madougou, qu'on a accusé ou condamné pour terrorisme, là, vous pensez que cette loi ne peut pas être appliquée pour sortir Olivier Bokor ou aux autres de prison? Ça peut être appliqué. Mais ils sont dans la mouvance autant qu'ils sont. On sait très bien quand bien pas mieux aller prendre leur petit déjeuner chez Olivier Bokor, comment c'était aller dîner chez lui. Donc ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde, ce n'est pas pour un camp. Donc ouvrons les yeux et voyons ce qui est bien pour le peuple et pour tout cela. Si on peut le faire, faisons-le et continuons sur autre chose. Alors, moi j'aimerais quand même réagir par rapport à cela. Et contrairement à Laurent, moi je suis pour les peuples, je m'en fous mais complètement des politiques, qu'ils soient de tel ou tel bord, c'est pas ça mon problème. Il y a une chose aujourd'hui, moi qui me séduit mais particulièrement, c'est le fait que les politiques dans un pays africain soient des justiciables comme tout le monde et qu'ils aient peur autant que vous et moi. Ça me fait énormément plaisir. Et quand le chef de l'État avance l'argument, par exemple, de ce n'est pas parce que c'est des politiques qu'il faut tout de suite essayer de les libérer et tout. Mais moi, ça me réjouit, ça me comble de joie pour tous les autres pays africains. Parce que c'est un bel exemple qu'on est en train de donner. Ça crée des problèmes depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Des hommes forts dont on parle, tout part de là. Des gens qui sont au-dessus de tout. Dès qu'ils ont commis un forfait qui n'a rien à voir avec la politique, on ramène ça tout de suite sur le champ politique. Non, c'est un homme qu'on a l'habitude de voir, beaucoup d'émotions, tout de suite on met sur la balance pour essayer finalement de ne pas le faire, donc aller devant la justice. On noyait peut-être avant aujourd'hui, dans d'autres pays ça continue, on noie même certaines affaires parce que tout simplement c'est un politique de premier plan. Et ça, moi je dis, il faut mettre fin à ça. Et si le président aujourd'hui, sincèrement, pour moi, je le dis et je le répète, rien que cet aspect-là, qu'on puisse juger toutes ces personnes-là comme tout autre citoyen, moi ça me comble de joie, sincèrement. Je pense j'en suis complètement satisfait. Que le chef de l'État, au dernier moment, rétrograde, pour moi, ça me fait un petit choc. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire. On peut laisser peut-être la justice décider autrement. Il peut peut-être décider de manière unilatérale, tout seul. Je gracie tel ou tel. Ça, je peux encore comprendre. Là, ça veut dire que c'est le chef de l'État qui décide. Mais aller jusqu'à mettre des lois en place encore pour protéger encore les politiques parce qu'ils auront commis des trucs sur d'autres plans. Oui, ou bien que d'autres preuves soient maintenant évoquées pour libérer certaines personnes. Mais je le dis et je le répète, quand on libère par exemple Mme Madougou ou M. Joël Aïvo, ou encore M. Omeki ou encore M. Bokor, moi je serais très heureux. Parce que, pour leur famille, c'est déjà quelque chose de très bien. Au-delà de leur famille, tous les soutiens, tous les soutiens qu'ils ont, attendez, tous les soutiens qu'ils ont seront heureux. Et une fois que tous ces soutiens-là sont heureux, qu'est-ce que ça va provoquer dans le pays? Ça va provoquer peut-être une petite accalmie, la tension qui va baisser finalement dans le pays, parce que les gens qui se regardaient peut-être en chien de faïence sur le plan politique vont cesser de se regarder en chien de faïence, et ça va permettre finalement de faire évoluer le pays dans une certaine sérénité. Mais aller jusqu'à une loi parce que pour protéger, nous avons besoin protéger, mettre en place une loi d'amnistie pour protéger à nouveau les politiques dans le pays, moi je dis, il y a un souci. Et c'est là où moi je vais rappeler peut-être au président de la République aussi, le mot qu'il a dit devant les jeunes. Il a dit, lui, il ne voudrait pas qu'après lui ce soit le déluge non plus. Il a dit. Donc s'il ne veut pas qu'il soit le déluge, gardons les tests bien solides pour ne plus qu'on ait des hommes trop forts dans nos États, mais des institutions bien fortes, des institutions qui soient au-dessus des individus. Parce qu'à un moment dans ce pays-là, les individus étaient un peu trop forts. Un seul individu, parce que capable de mobiliser 400 personnes dans l'arrière-cour de son grand-père, dans un village quelque part reculé au fond fin du Bénin, il peut paralyser tout un exécutif. Le président Yahya en a souffert dans ce pays. Et si on n'a pas le courage de pouvoir dire ça, moi je le répète, moi en tant que journaliste, je reste légaliste.
Je m'en fous des considérations qui ont rapport avec l'émotion des politiques. La loi dit quoi? Qu'est-ce qu'il est possible de faire par rapport à la loi aujourd'hui? Et c'est cela qui amène justement la paix dans un pays. Pouvoir respecter tous les règles que nous avons choisies. Moi, je pense que c'est ça aussi. Alors, je voudrais rappeler qu'une loi d'amnistie ne protège pas. Une loi d'amnistie ne protège pas et n'empêche pas d'aller en prison. Et ça permet de faire... La loi d'amnistie permet soit d'écourter la peine de quelqu'un qui a été déjà condamné par la justice et de le sortir de la prison. Donc, la loi d'amnistie, ce n'est pas de dire les politiques sont protégés. Vous tombez dedans, vous allez en prison d'abord. Après un temps, le chef en exercice peut voir s'il peut amnistier. Et d'ailleurs, chaque année, le chef de l'État gracie des gens. Le chef de l'État l'a toujours fait chaque année. Ça, je ne suis pas contre. Donc, le chef de l'État tout fait. Donc la loi d'amnistie, quand dit, vous me permettez de finir chaque fois. Non, je finis. C'est juste un petit mot, pardon, s'il te plaît. C'est juste pour dire un petit mot. Ça dit que quand on donne la main aux politiques de créer ce précédent-là, qui va permettre à chaque fois aux politiques, dès qu'ils voient qu'il y a l'un d'eux qui a un souci, d'aller rapidement à l'Assemblée, de verrouiller les choses et de lui permettre de sortir. Ça, moi, je n'en veux pas. Et que le président seul prenne la décision de le libérer, ça je peux encore accepter. Et ça, il sera jugé lui-même sur ça après. On a compris. Je continue de dire que les tests permettent au chef d'amnistier ou de gracier. Et une loi d'amnistie, si on veut comprendre le fond de ce que ça veut dire, une loi d'amnistie, ce n'est pas une loi qui empêche de condamner. C'est une loi qui vient après la condamnation. Une fois qu'on a condamné l'acteur politique ou qu'on a condamné le citoyen, le chef, en toute discrétion, peut décider d'appliquer cette loi et d'écouter la peine de quelqu'un ou bien d'effacer la peine de quelqu'un. Mais au préalable, l'individu va d'abord en prison. Donc, moi, je n'ai jamais dit, la loi n'a jamais dit ça. Une loi d'amnistie n'a jamais été appliquée comme ça, non. Alors, quand on finit de dire ça, je voudrais que nous puissions faire très attention aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un terrain politique. Glissant? Non, pas glissant, je vais parler là-bas. Sur le terrain politique, tout est possible. Je ne sais pas si vous prenez la peine de suivre le procès de Constant Mutamba au Congo actuellement. Je ne vais pas donner d'exemple ici. Faites l'effort d'aller suivre le procès de Constant Mutamba au Congo actuellement. Vous comprendrez qu'en politique, tout est possible. Et dès lors qu'en politique, tout est possible, il va falloir que nous fassions attention parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut rejaillir sur vous-même. Et demain, pour un oui ou un non, vous pouvez retrouver en prison pour des raisons politiques. Et c'est là qu'intervient le plus souvent la loi d'amnistie. Mais écoutez, aujourd'hui, ce qu'on a dit de Joël Aïvo ou de Rick Amadougou, terrorisme ou blanchiment de capitaux, là, ils n'ont pas détourné de l'argent. À la limite, pour ça, là, je pense qu'il y a toujours une fenêtre. Je serais d'accord que oui, quand quelqu'un vole, si c'est 20 ans qu'on lui donne, il faut qu'il fasse au moins 10 ans en prison. Si on doit lui appliquer la loi d'amnistie, je suis d'accord pour ça. Mais pour des raisons politiques qui entraînent à des situations où vous vous retrouvez en difficulté, s'il y a possibilité d'amnistier, il faut amnistier. S'il y a possibilité de gracier, il faut gracier. Mais je rappelle que la loi d'amnistie demandée par le... Parce que d'ailleurs même là, écoutez, avant que les opposants ne parlent de cette loi d'amnistie, quand même les députés de la mouvance avaient déjà voté une loi comme ça dans ce sens. Donc ceux qui parlent de loi d'amnistie aujourd'hui, qui tendent la main à la mouvance, n'inventent rien. Ils veulent faire juste la continuité de ce que les autres ont commencé. Donc je pense, et j'insiste là-dessus, pour moi, hein, s'il y a possibilité de faire quelque chose de mieux maintenant, de le faire, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tôt ou tard, on a vu des gens sous le général Mathieu Kékou très forts, mais sous Boni Yahi très affaibli. On a vu des gens sous Boni Yahi très forts, et sous Talon très affaiblis aujourd'hui. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, pour des raisons politiques, des gens plus forts aujourd'hui peuvent se retrouver en difficulté demain. Moi, je serai toujours là à les défendre. C'est pour ça que, oui, mais écoutez, c'est pour ça que dans l'affaire Bokor, j'ai quand même pris le soin de manifester ma compassion pour lui et de le défendre à bien des égards. Même si à un moment donné, nous avons tous vu qu'il a été acteur co-auteur de ce qui nous est arrivé. Mais il se peut que des gens qui aujourd'hui refusent de voter telle loi ou d'appliquer telle loi se retrouvent en difficulté demain. Mais nous serons encore là pour les défendre parce que ce sont nos frères et sœurs. D'accord. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que tu sois même un juge. C'est pas parce que tu es juge qu'un jour, on ne peut pas te juger non plus. Si tu es juge et que tu appliques la loi,
selon ce que les tests disent, si tu es juge, tu fais les choses selon ce qui permet donc la justice sociale, ce qui permet l'équité. Moi, je pense que cela ne veut pas dire, parce que tu es juge aujourd'hui et que tu as permis tout cela dans le temps et que tu commets un forfait toi-même qu'on ne va pas te juger. Moi, je ne sais pas ce qui se passe avec le jeune ministre dont vous avez parlé, le jeune ministre congolais, qui à un moment a pris beaucoup de jeunes, on devait les condamner à mort, tout ça. C'était lui en ce moment, donc le fer de lance, on va dire, de la justice congolaise contre tous ces jeunes-là. C'est vrai. Il a fait ce travail-là. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. C'est vrai, moi je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Je ne suis pas vraiment allé au fond du dossier. Peut-être que comme vous savez un peu de quoi il s'agit, vous allez nous éclairer. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche, lui. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il a commis des bons actes à un moment, que si à un moment, T+1, on constate finalement que lui aussi, il a été fautif sur un certain nombre de plans, qu'on ne puisse pas le juger. Et puis moi, je ne veux pas comparer le contexte congolais au contexte béninois. Je suis désolé, ça c'est moi. Ce n'est pas de la fierté, ce n'est pas du nationalisme. Je n'ai jamais comparé. J'ai donné un exemple pour dire si vous suivez le procès, je n'ai pas comparé. Je ne sais pas pourquoi vous prenez les choses de manière... Non, vous avez dit comparer. Ne prenez pas... Enlevez le verbe comparer. C'est juste un exemple. Ne prenez pas les choses trop personnelles. Quand je dis moi, Ouma, je ne veux pas comparer le contexte congolais au contexte béninois. Et ça, quand je le dis, c'est beaucoup plus pour les téléspectateurs, pour leur dire, ce n'est pas mon optique, ce n'est pas moi mon objectif quand je tiens tel ou tel propos. Parce que pour moi, on n'est pas au même niveau. Sur le plan de la démocratie, soyons honnêtes, au Bénin, il y a clairement une petite différence par rapport à beaucoup d'autres pays africains. Suite aux réformes, n'est-ce pas? Pas forcément suite aux réformes. Depuis 1990, nous sommes pratiquement le laboratoire, ceux qui peuvent, c'est-à-dire se mettre à nos côtés sur ce plan-là. Peut-être le Sénégal, selon moi, selon beaucoup d'autres analystes, selon beaucoup d'autres observateurs de la vie publique en Afrique, ils vous le diront. Ils vous diront que le Bénin aujourd'hui, c'est pratiquement un laboratoire en matière de démocratie. Voilà. Donc, comparer le Bénin, moi, ce n'est pas ça, moi, mon objectif. Voilà. Et donc, pour moi, je dis et je le répète pour finir, on peut être aujourd'hui aux affaires, fait bien les choses, comme le peuple le dit, de manière très, comme on appelle, très éthique, de manière très, de manière à mettre en avant, je veux dire, la justice sociale, parce que c'est très important. Quand le peuple ne se sent pas dans vos décisions, quand le peuple ne sent pas que vous êtes équitable, c'est qu'il y a un souci. Et donc, à partir de cet instant, cela ne veut pas dire que parce que vous avez été très équitable, très bon et tout, que le moment venu, quand vous commettez une faute très grave, on puisse dire non, c'est lui, il ne faut pas. Merci beaucoup. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On va fermer les yeux. Non, ça arrive aux autres, mais les autres aussi doivent savoir raison garder. Quand ils sont aux affaires, ne pas commettre des erreurs qui vont les amener en prison aussi. C'est tout ce qu'on veut dire. Même moi-même qui suis ici, vous pensez qu'un jour, ce n'est pas possible qu'on m'attrape un jour? Merci. Si je commets la faute, c'est fini. Je conclue en disant ceci. Ce n'est pas parce qu'un procès a eu lieu et que quelqu'un est en prison qu'il est forcément coupable. Il y a des innocents qui se retrouvent en prison, mais sur la base des éléments fournis à la justice établit qu'il est coupable et il se retrouve en prison. Et c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans après qu'on constate que véritablement le monsieur n'était en réalité pas coupable. On a vu des gens qui ont fait 40 ans, 30 ans en prison, et c'est 30 ans après qu'on s'est rendu compte que tout sur la base des éléments fournis à la justice c'était des éléments faux, pardon, et que donc ce n'est pas parce que les gens se retrouvent en difficulté aujourd'hui en prison aujourd'hui qu'ils sont forcément les vrais coupables. D'accord, on a compris. Laurent Toulinkès, Oumar Diandjou, merci beaucoup à vous. Restez